Lorsque mon époux, Henri, s'est éteint, je n'imaginais pas que le véritable supplice débutait à peine. En fixant le visage de ma belle-fille, Béatrice, j'ai saisi ce qu'était la haine pure. « Désormais, cette demeure m'appartient », lança-t-elle d'un ton glacial, en balançant mes bagages sur le trottoir. « Tu n'as qu'à trouver une place en EHPAD. » Je n'ai pas réagi, affichant seulement un sourire. Elle ignorait que je détenais une information capitale qui allait tout bouleverser. Les 4 millions d'euros qu'Henri m'avait personnellement réservés, en plus de notre villa au Cap Ferret, dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Mais avant de poursuivre, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne et indiquez-nous dans les commentaires la région depuis laquelle vous nous suivez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos récits voyagent. Le cercueil glissait doucement dans la terre froide en cette matinée pluvieuse de septembre. Après 38 ans d'union, il s'en était allé avec le même calme qui avait caractérisé sa vie, ne laissant derrière lui que le silence et un vide qui semblait saturer chaque particule de mon être. Nous avions bravé tant d'épreuves ensemble, mais celle-ci, je devais l'affronter seule. Alors que les dernières personnes se dispersèrent du cimetière, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était Damien, notre unique fils. « Maman, rentrons à la maison. Tu dois te reposer. » J'ai acquiescé en silence, incapable de traduire en mots le chaos émotionnel qui m'envahissait. À mes côtés, Béatrice, ma belle-fille, restait impassible. Pas la moindre larme dans ses yeux, aucun signe de chagrin sur son visage, seulement un regard calculateur qui scrutait chaque personne présente, comme si elle évaluait qui pourrait lui être utile dans le futur. Durant le trajet du retour, le silence dans l'habitacle n'était brisé que par le cliquetis de la pluie sur le pare-brise. Damian conduisait, tandis que Béatrice consultait frénétiquement son téléphone. Pas un mot ne fut prononcé. La maison qu'Henri et moi avions construite ensemble près de Toulouse, celle où nous avions élevé notre fils et cultivé nos rêves, me semblait soudain étrangère, comme si tous les souvenirs avaient été effacés, en même temps que l'âme de mon époux. En arrivant, j'ai constaté quelque chose d'anormal à l'entrée du garage. Mes 3 valises, celles que j'avais préparées pour séjourner quelques jours chez Damien après les obsèques, étaient entassées là, exposées au crachin persistant. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» ai-je demandé, la voix étranglée par l'épuisement. Béatrice haussa les épaules, esquissant un rictus glacial. « Je croyais que tu avais saisi. Maintenant qu'Henri n'est plus là, les choses vont être différentes. » Damian regarda le sol, fuyant mon regard. Un frisson me parcourut l'échine. « Mon fils, qu'est-ce que ta femme insinue ?» Ma voix n'était qu'un souffle. « C'est provisoire, maman, » bafouilla-t-il. « Béatrice pense que ce serait préférable que tu loges ailleurs. » Avant que je ne puisse analyser la situation, Béatrice s'avança. Son parfum opulent m'agressa les narines lorsqu'elle s'approcha. « À partir de cet instant, cette maison est à moi, » déclara-t-elle avec une assurance qui me stupéfia. « Tu peux aller dans une maison de retraite. Ce serait le plus simple pour nous tous. » La violence de ces mots m'a frappé en plein estomac. J'ai cherché le regard de Damien, espérant qu'il me défende, qu'il réagisse, qu'il dise n'importe quoi. Mais il demeura silencieux, telle une ombre de lui-même, sous l'emprise de cette femme que je n'avais jamais vraiment comprise. Je pris une grande inspiration. Je n'avais plus de larmes à verser. Le choc laissa place à une étrange sérénité, comme si une partie de moi s'était détachée de la réalité. « Je comprends », répondis-je sobrement. Je pris mes bagages et les transportai jusqu'à l'ancienne buanderie, à l'arrière de la propriété, un lieu qu'Henri utilisait pour entreposer ses outils de jardinage. L'odeur de renfermé et de moisissure m'assaillit. Un lit de camp avait été installé dans un coin, près d'une vieille table, où trônait une gamelle de chien. Le message était brutal. Je valais moins qu'un animal à leurs yeux. Je me suis assise sur le bord de ce lit inconfortable et j'ai inspecté les lieux. Les murs souillés par l'humidité et l'unique lucarne qui laissait à peine filtrer la lumière du jour seraient à mon nouveau logis. Je ne me suis pas permis de pleurer, bien que les larmes menaçaient de jaillir. Henri disait toujours que dans les pires tourments, le silence était notre meilleur allié. « Quand ils te croiront abattu, Simone,
C'est là que tu devras préserver tes forces, me répétait-il. Le silence utilisé à bon escient est ton arme la plus redoutable. Alors que la nuit tombait, je suis restée assise dans cette pièce humide, ressassant chaque instant de ma vie avec Henri, cet homme si généreux et prévoyant, qui avait toujours tout organisé, qui avait pensé à chaque détail, même pour le jour où il ne serait plus là. Ce que Béatrice et Damien ignoraient, c'est qu'Henri, dans sa discrète sagesse, m'avait mise à l'abri. Avant que son état ne s'aggrave, il avait fait transférer à mon seul nom tous nos biens de valeur. Une villa au Cap Ferret, dont presque personne ne connaissait l'existence. Des portefeuilles d'actions dans des sociétés florissantes. Un compte à l'étranger. Au total, près de 4 millions d'euros. Je regardais le médaillon que je portais, un présent d'Henri pour notre dernier anniversaire. À l'intérieur, un minuscule compartiment dissimulait la clé du coffre, où tous les actes étaient précieusement gardés. Un faible sourire se dessina sur mon visage, tandis que la pluie continuait de fouetter les vitres. Béatrice me prenait pour une simple veuve, désemparée et bonne à jeter. Elle n'avait pas la moindre idée de qui j'étais vraiment, ni de ce qui l'attendait. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Le martèlement de la pluie sur le toit en tôle égrenait les heures tel un métronome impitoyable. J'ai passé l'aube à orchestrer chaque mouvement futur. Non par esprit de vengeance, mais par souci de justice, par respect pour la mémoire d'Henri, et avant tout, pour moi-même. Au petit matin, j'entendis les pas de Béatrice à l'étage. Le cliquetis des tasses et l'effluve de café chaud parvinrent jusqu'à ma soupente, me rappelant que j'allais bientôt être réclamée pour mes nouvelles attributions dans la demeure qui fut mienne. Je m'apprêtais du mieux possible avec le peu d'affaires contenues dans mes valises. Je lissais mes cheveux grisonnants et observais mon reflet dans le miroir ébréché fixé au mur. À 63 ans, mon visage portait les stigmates de toute une existence, mais mon regard brillait encore d'une résolution tranquille. « La partie commence aujourd'hui, Henri », soufflai-je dans le vide. « Et tu m'as parfaitement enseigné les règles. » Quand je montais les escaliers et pénétrais dans la cuisine, Béatrice était déjà attablée, pianotant sur sa tablette. Elle daigna à peine lever les yeux. « Ah, tu es là. Le petit déjeuner doit être servi à 7 heures précises. Damien veut des œufs brouillés au bacon et les enfants préfèrent des pancakes. Moi, je prendrai une salade de fruits et un jus détox. » Je ne répondis rien. Je me contentais de nouer le tablier suspendu près de la cuisinière et commençais à exécuter ses demandes. Tout en épluchant les fruits, j'observais Béatrice du coin de l'œil. Elle semblait exagérément à l'aise dans ce rôle de maîtresse de maison, comme si elle l'avait fantasmé depuis des années. Les enfants, Sacha et Noémie, descendirent, encore endormis. Noémie, avec ses 10 ans, me serra timidement. « Mamie, pourquoi c'est toi qui fais la cuisine ?» Avant que je puisse formuler une réponse, Béatrice intervint. « Mamie va nous donner un plus grand coup de main à la maison désormais. C'est formidable, non? Vous la verrez tous les jours. » La fillette opina, perplexe, tandis que Sacha haussa simplement les épaules, les yeux rivés sur son téléphone. Damien arriva juste après, en tenue de travail, évitant soigneusement mon regard. « Bonjour », dit-il en déposant un baiser sur le front des enfants et sur les lèvres de Béatrice. Je servis le repas en silence, scrutant chaque geste, chaque interaction. Personne ne m'invita à m'asseoir. Je restais debout, près du plan de travail, telle une domestique attendant ses prochains ordres. « Les enfants doivent être prêts pour l'école dans 20 minutes, lança Béatrice en se levant. Tu pourras commencer le ménage de la maison après leur départ. Oh, et n'oublie pas de nourrir les chiens. » J'acquiesçai, le visage impassible. Béatrice s'approcha, baissant la voix pour que je sois la seule à entendre. « Tu devrais t'estimer heureuse que je te laisse rester ici. Toutes les belles-mères n'ont pas ce privilège. » Une fois tout le monde parti, je restais seule dans cette cuisine qui, quelques jours plus tôt encore, était le cœur vibrant de mon foyer. Je débarrassais la table, fis la vaisselle et rangeais tout avec une méticulosité froide. Chaque geste était exécuté avec un calme étudié, comme si j'étais spectatrice de mes propres actions. En passant le balai dans le salon, mon regard fut attiré par la photo qui trônait toujours sur l'étagère. Henri et moi nous tenant par la taille face à l'océan,
le jour de l'acquisition de notre villa au Cap Ferret, une résidence dont Béatrice ignorait tout. À cet instant, je compris qu'il me fallait agir avec ruse, guetter le bon moment, analyser chaque geste, chaque habitude, chaque faille, et par-dessus tout, saisir ce qui se jouait réellement dans cette maison. La semaine qui suivit, je m'acclimatais à cette nouvelle routine. Je me levais avant l'aube. Je préparais le petit déjeuner, astiquais la maison, m'occupais du linge. Béatrice ne ratait jamais une occasion de m'infliger une humiliation par de petites piques ou des ordres superflus. « Simone, tu as omis de passer sous le canapé. Quelle incurie! Cette assiette est encore sale. T'as vu Bess ?» Damien, quant à lui, semblait toujours plus absent. Il rentrait tard du bureau, le visage constamment soucieux. J'essayais de lui parler à plusieurs reprises, mais il éludait systématiquement la conversation, ou se disait débordé. Ce fut une de ces nuits, alors que chacun avait regagné sa chambre, que je décidai de fouiller le bureau d'Henri. La pièce était exactement telle qu'il l'avait laissée. Les volumes alignés sur les étagères, le vieux fauteuil club où il passait des heures à bouquiner, le bureau en merisier massif que nous avions acheté pour notre 10e anniversaire de mariage. Avec d'infinies précautions, j'ouvris le tiroir principal où Henri classait les papiers importants. Il était vide. Tous les classeurs, les contrats, les documents avaient été subtilisés. Un frisson me parcourut le dos. Quelqu'un avait fait le tri. Je poursuivis mes investigations silencieuses. Au fond de la bibliothèque, dissimulée derrière une rangée d'encyclopédies, je trouvais ce que je cherchais. Le petit coffre-fort qu'Henri avait fait installer des années auparavant et dont nous étions les seuls à connaître l'existence. À l'aide de la clé que je gardais dans mon médaillon, je l'ouvris, les mains fébriles. À l'intérieur, je trouvais les titres de propriété originaux de tous nos biens, y compris la villa du Cap Ferret, ainsi que le testament holographe d'Henri, me désignant comme son unique héritière. Il y avait également une enveloppe à mon nom, portant l'écriture si reconnaissable de mon époux. « Ma chère Simone, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus à tes côtés. Pardonne-moi. J'avais fait la promesse que nous serions unis jusqu'au bout, mais le destin en a décidé autrement. Ces dernières années, j'ai observé avec une inquiétude grandissante l'évolution de notre fils. L'homme bienveillant que nous avons élevé semble s'être égaré sous l'influence de Béatrice. Je redoute qu'après mon départ, il ne cherchant à abuser de toi, de ta gentillesse, de ta nature confiante. C'est pourquoi j'ai pris des dispositions. J'ai transféré à ton seul nom l'intégralité de ce que nous avons bâti. Notre notaire, Maître Rocher, détient toutes les instructions. Contacte-le lorsque tu le jugeras opportun. Ne les laisse pas te priver de ta dignité, mon amour. Tu as toujours été bien plus résiliente que tu ne le penses. Avec tout mon amour, pour l'éternité, Henri. » Des larmes silencieuses glissèrent sur mes joues, alors que je serrais la lettre contre mon cœur. Henri avait toujours su. Il m'avait toujours préservé, même en sachant qu'il ne serait plus là. Je replaçai méticuleusement chaque chose dans le coffre, à l'exception d'une copie des documents essentiels que je glissais dans mon sac. Je regagnais ma soupente dans la dépendance, animée d'un sentiment nouveau qui croissait en moi, la détermination. Le lendemain matin, quand Béatrice me tendit une liste de corvées encore plus longue que la veille, je me contentais d'un sourire et d'un hochement de tête. « Un souci, Simone ?» lança-t-elle, suspicieuse devant ma soudaine complaisance. « Aucun, » répondis-je posément. Je m'accoutume simplement à ma nouvelle situation. Elle sourit, ravie de ce qu'elle prenait pour une capitulation. Elle était à 1000 lieues de s'imaginer que, tout en nettoyant la maison et en m'acquittant de mes tâches, j'analysais chaque geste, chaque aparté téléphonique, chaque document qui transitait entre leurs mains. Je commençais à remarquer un schéma récurrent. Chaque mardi après-midi, Béatrice s'absentait, prétextant un rendez-vous chez l'esthéticienne, mais revenait sans le moindre changement visible. Les jeudis, Damien s'éternisait au bureau, invoquant des dossiers urgents. Et tous deux paraissaient obsédés par l'argent, en dépit du train de vie luxueux qu'ils affichaient. Un soir, comme je servais le dîner, j'entendis Béatrice glisser à Damien.
Il faut qu'on boucle cette affaire du terrain en Provence. L'acquéreur perd patience. Damien sembla se raidir. On ne peut pas céder un bien qui ne nous appartient pas formellement. Béatrice baissa le ton, mais je l'entendis distinctement. Ton père est mort. Qui va s'y opposer? Je feignis de n'avoir rien entendu, mais mon pouls s'accéléra. Il s'apprêtait à vendre des biens qui m'appartenaient désormais, à mon insu, et sans mon accord. Cette nuit-là, une fois la maison endormie, je passai un appel de mon vieux téléphone portable, celui que Béatrice jugeait trop archaïque pour y prêter attention. « Maître Rocher, c'est Simone, l'épouse d'Henri Silva. Nous devons nous voir, c'est urgent. » L'étude de Maître Rocher était telle que je m'en souvenais. Des rayonnages débordant de codes juridiques, une odeur de café corsé et cette atmosphère feutrée qui m'avait toujours rassurée. À 72 ans, le notaire arborait la même posture impeccable et ce regard acéré qui forçait le respect. « Madame Silva, je vous présente mes plus sincères condoléances pour Henri, » dit-il en me serrant les mains. « Un ami fidèle, un homme d'une grande droiture. Sa perte est immense. » Je m'installai dans le fauteuil en cuir face à son bureau, les mains légèrement tremblantes, tandis que j'ouvrais mon sac pour en extraire les documents que j'avais récupérés. « Maître, j'ai besoin de savoir précisément quelle est ma situation, » dis-je, m'efforçant de garder une voix stable. « Et j'exige une discrétion absolue. » Le notaire chaussa ses lunettes et étudia chaque pièce que je lui tendis. Son visage demeurait neutre, mais je notai un léger froncement de sourcils durant sa lecture. Henri a été d'une prudence extrême, comme à son habitude, commenta-t-il après un instant. Il a transféré l'ensemble des biens majeurs à votre nom bien avant l'aggravation de son état. La maison où vous résidez, la propriété à Biarritz, les placements financiers, tout vous appartient légalement. « Et le reste ?» demandai-je, me remémorant les allusions de Béatrice à des terrains. « Il reste quelques parcelles qui étaient au nom d'Henri, mais son testament est formel. Vous êtes la légataire universelle. » Il sortit un dossier de son tiroir. « En voici une copie certifiée. Personne ne peut le remettre en cause. » Un soulagement fugace me traversa, bientôt remplacé par une nouvelle appréhension. « Et s'il tente de vendre quoi que ce soit, sans mon autorisation ?» Maître Rocher ôta ses lunettes et me fixa droit dans les yeux. « Simone, s'ils essaient de conclure une transaction sur des biens qui sont légalement vôtres, ils commettront un crime. Faux et usage de faux. Escroquerie ?» Il marqua une pause. « Avez-vous des preuves qu'ils fomentent une telle chose ?» Je lui fis le récit de la conversation surprise et de ma condition actuelle dans la maison. Le regard du notaire se durcit. « Ce qu'ils vous font endurer est intolérable. Nous pourrions engager une procédure dès maintenant pour... » Je levai la main, l'interrompant avec courtoisie. « Pas encore, maître. Je veux saisir toute l'étendue de la situation avant de passer à l'action. »« Que comptez-vous faire alors ?» demanda-t-il piqué au vif. « Observer, rassembler des preuves, et au moment opportun, frapper. » Je pris une grande inspiration. « Mais j'aurais besoin de votre aide pour certaines démarches. » Je quittai l'étude 2 heures plus tard, forte d'un plan d'action précis et d'un sentiment de contrôle que je n'avais pas éprouvé depuis des semaines. Maître Rocher m'avait aidé à cerner l'étendue de mes droits et les leviers que nous pourrions actionner le moment venu. Avant de rentrer, je fis une halte dans une boutique d'électronique où j'acquis 2 enregistreurs miniatures et une microcaméra facile à dissimuler. Je n'étais pas fière de devoir employer de tels stratagèmes, mais il me fallait des preuves irréfutables pour me défendre. En rentrant, je trouvai la maison vide, à l'exception de Noémie, assise sur le perron, un livre à la main. Son visage s'éclaira en m'apercevant. « Mamie, où étais-tu ? Maman était furieuse de ne pas t'avoir trouvée pour le déjeuner. » Je m'assis près d'elle, caressant ses cheveux bruns, si semblables à ceux d'Henri enfant. J'avais des affaires à régler, ma puce. Des choses d'adulte. Noémie baissa le ton, jetant des regards inquiets autour d'elle. « Maman a dit que tu allais bientôt partir dans un endroit spécial pour les personnes âgées. C'est vrai, mamie ?» Mon cœur se contracta. « Et toi, qu'en penses-tu, Noémie ?» Ses yeux s'embrouillèrent. « Je ne veux pas que tu partes.
J'ai déjà perdu papy. Je la serrais contre moi, sa petite tête se nichant au creux de mon épaule. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je ne bouge pas d'ici. Plus tard, lorsque Béatrice rentra avec Sacha, elle masqua à peine son agacement en me voyant. Où diable étais-tu? J'ai dû faire livrer le repas parce que tu n'étais pas là pour cuisiner. J'étais chez le médecin, mentis-je avec aplomb. J'ai 7 visites de contrôle tous les mois. Tu t'en souviens? Béatrice plissa le front, mais n'insista pas. Elle ne prenait sans doute même pas la peine de noter mes rendez-vous médicaux. Bon, puisque tu es là, tu peux servir le dîner à 19h. Damien reçoit un invité de marque. Le soir venu, je préparais un repas soigné, comme au temps où Henri et moi aimions recevoir. L'invité de Damien était un quadragénaire nommé Xavier Lambert, qui se présenta comme promoteur immobilier. Durant tout le repas, je surpris des regards entendus échangés entre lui, Damien et Béatrice. « Alors, Damien ?» lança Xavier en dégustant le dessert que j'avais confectionné. « Ce terrain en Provence est toujours d'actualité ?» Damien jeta un regard fuyant dans ma direction avant de répondre. « Nous sommes en train de finaliser les derniers détails. Ce sera bientôt réglé. » Après le départ de l'invité, j'attendis que la maison soit plongée dans le sommeil pour activer mon plan. Minutieusement, je plaçai un des micros dans le salon et l'autre dans le bureau, là où Béatrice et Damien avaient eu leur discussion confidentielle. Le lendemain matin, en préparant le café, j'avisai Béatrice au téléphone, chuchotant sur la terrasse. Oui, le terrain en Provence. Non, elle n'est au courant de rien. C'est juste une question de jours avant qu'on finalise les papiers. Mon sang ne fit qu'un tour. Le terrain en Provence était un investissement qu'Henri avait réalisé des années plus tôt. D'après les actes en ma possession, il m'avait été transféré juste avant que sa maladie ne l'emporte. Les jours suivants, je poursuivis ma routine de soumission apparente, tout en amassant des informations grâce aux enregistrements et aux conversations surprises. Le tableau qui se dessinait était sordide. Béatrice et Damien comptaient céder plusieurs de mes propriétés en fabriquant de faux documents avec l'aide de Xavier, qui n'était manifestement pas qu'un simple promoteur, mais un rouage essentiel de leur combine. Un après-midi, alors que je nettoyais la chambre du couple, une corvée que Béatrice tenait à m'infliger, sans doute pour me rappeler que cet espace, autrefois le mien, lui appartenait. Je tombais sur l'élément qui confirmait mes craintes. Un classeur contenant des copies de faux actes de cession de biens, imitant grossièrement ma signature. Les mains moites, je photographiais le tout avec mon téléphone et transférais immédiatement les clichés à Maître Rocher. Sa réponse fut instantanée. « C'est un flagrant délit. Nous pouvons agir. »« Pas encore, » répliquai-je. « Je veux savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. » L'occasion de le découvrir se présenta lors d'un dîner organisé par Béatrice. Parmi les convives, Xavier et son épouse, ainsi qu'un certain Édouard Paquet, présenté comme un acheteur potentiel pour un bien familial. Durant le repas, je servis les plats et observais discrètement les échanges. Édouard semblait être un homme d'affaires prospère, du genre à ne pas s'embarrasser de questions superflues quand une affaire s'annonce juteuse. « Alors, Damien, quand pouvons-nous conclure pour le terrain en Provence ?» demanda-t-il, alors que je remplissais son verre. Mes partenaires s'impatientent. Béatrice intervint, avec son sourire le plus mielleux. Nous attendons juste quelques signatures administratives. La bureaucratie, vous savez ce que c'est. En retournant à la cuisine chercher le dessert, j'entendis Béatrice glisser à l'oreille de Damien. Il propose 600 000 €. Il faut signer avant que la vieille ne comprenne quoi que ce soit. Cette nuit-là, je ne dormis pas. La preuve de leurs agissements criminels était là, enregistrée et vue de mes propres yeux. Mais une pièce manquait au puzzle. Quel était le degré d'implication réel de Damien? Était-il le cerveau ou simplement le pantin de Béatrice? Le lendemain matin, je décidai de jouer carte sur table. Pendant que Béatrice était sous la douche, je frappais doucement à la porte du bureau où Damien consultait son ordinateur. « Mon fils, puis-je te parler un instant ?» demandai-je à voix basse. Damien parut surpris et gêné. « Ce n'est pas vraiment le moment, maman. Je suis débordée. »« C'est au sujet du terrain en Provence, » dis-je sans détour.
observant sa réaction. Son visage devint livide. « Quoi? Quel terrain? » Celui que toi et Béatrice vous apprêtez à vendre à Édouard Paquet. Damien se leva d'un bond, vérifiant que personne n'écoutait à la porte. « Comment es-tu au courant? Tu ne devrais pas savoir ça. »« J'en sais bien plus que tu ne le penses, mon fils, » répondis-je avec calme. « Je suis au courant des faux documents. Des plans pour vendre des biens qui ne vous appartiennent pas. » Il se frotta le visage, semblant soudain vieilli et accablé. « Maman, tu ne comprends pas? On a des problèmes financiers terribles. Béatrice, elle a des dettes que tu n'imagines même pas. Et la solution, c'est de commettre des crimes, de contrefaire ma signature, de me traiter comme un déchet bon pour l'hospice. » Il ne répondit pas, s'affaissant sur sa chaise, le regard fuyant. « Damien, regarde-moi » implorai-je, sentant un mélange de peine et de dégoût m'envahir. « Ton père t'a inculqué de meilleures valeurs. Il t'a toujours tout donné, » murmura Damien, une pointe d'amertume dans la voix. « Il t'a tout légué, sans penser à moi, à mes propres enfants. »« C'est ce que Béatrice t'a dit ?» demandai-je, atterré par sa vision biaisée. « Damien, ton père a pourvu à ton avenir de bien d'autres façons. Le fonds pour les études des enfants, le capital de départ pour ta société. Il a simplement voulu me protéger, sachant que je serais seule. Béatrice dit que tu es trop âgée pour gérer un tel patrimoine, que de toute façon, tout nous reviendra un jour. » La froideur de cette affirmation me glaça le sang. C'était donc cela. Ils attendaient simplement ma mort? Ou peut-être cherchaient-ils à la précipiter, en me faisant vivre dans des conditions misérables? Avant que je ne puisse répliquer, nous entendîmes les pas de Béatrice dans le couloir. Je changeai aussitôt d'expression et de ton. « Alors, mon fils, réfléchis à ce que je t'ai dit pour la recette de la crème renversée. Tes enfants vont t'adorer, » dis-je avec un sourire forcé, au moment où Béatrice entrait. Elle nous toisa avec suspicion. « Qu'est-ce que vous complotez encore, vous deux? » Maman me demandait juste d'acheter des ingrédients pour un dessert qu'elle veut préparer aux enfants, répondit Damien précipitamment. Béatrice sourit, mais son regard resta glacial. « C'est bien aimable à elle. Mais tu n'as pas le temps de faire des courses, Damien. Nous avons rendez-vous avec Xavier dans 1 heure. » En quittant le bureau, je sentis le regard de Béatrice planté dans mon dos. Elle se doutait de quelque chose, et cela la rendait d'autant plus dangereuse. Cet après-midi-là, profitant de l'absence de tous, j'appelai Maître Rocher. Je lui fis part de ma conversation avec Damien et des confirmations obtenues. « Simone, nous avons à présent suffisamment d'éléments pour agir, » affirma le notaire. « Nous pouvons obtenir une injonction pour bloquer toute transaction sur vos biens et engager une procédure pénale contre Béatrice et tous ses complices. » Et pour Damien? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Votre fils est impliqué, Simone. Même s'il n'est que complice passif, il devra répondre de ses actes. » L'idée de mon fils confronté à la justice me déchira. Malgré tout, il restait mon enfant, celui que j'avais porté, celui à qui j'avais appris à marcher. Il me faut encore un peu de temps, maître. Je veux laisser à Damien une chance de se racheter. Le temps presse, Simone. D'après vos dires, ils sont sur le point de conclure la vente du terrain en Provence. Juste quelques jours, insistai-je. J'ai une idée. Après avoir raccroché, je m'assis sur le lit inconfortable de la dépendance, songeant à la suite. Je ne pouvais plus reculer. Il était temps de les confronter, Damien et Béatrice, avec l'arsenal de preuves que j'avais réuni. Le lendemain matin, je saisis ma chance alors que Béatrice était chez le coiffeur et les enfants à l'école. Damien était seul dans le bureau, penché sur des dossiers qu'il referma brusquement quand j'entrai. « Nous devons avoir une discussion, mon fils, sans interruption et sans faux fuyant. » Il soupira, l'air résigné. « Que veux-tu, maman ?» Je déposai sur le bureau une enveloppe contenant les copies de tous les titres de propriété légitimes, ainsi que les photos des documents falsifiés que j'avais trouvés. « Je veux que tu vois ce que vous êtes en train de faire, » dis-je posément. « Ah, et je veux que tu en mesures les conséquences. » Damien parcourut les feuilles, son visage blêmissant à vue d'œil. « C'est grave, » murmura-t-il en palpant les documents. «
Comment as-tu eu tout ça? Ton père m'a appris à toujours avoir un coup d'avance, répondis-je sobrement. Damien, ce que vous faites n'est pas seulement immoral, c'est un crime. Faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, abus de confiance. C'est l'idée de Béatrice, s'empressa-t-il de dire comme un enfant pris en faute. Elle a dit que c'était juste anticiper l'héritage, que tu n'avais pas besoin de tout cet argent à ton âge. Et tu as cautionné le fait de m'envoyer à l'hospice et de me traiter comme une servante dans ma propre maison. Il baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Les dettes, maman. Béatrice a accumulé des dettes colossales dont elle ne m'avait jamais parlé. Quand je l'ai su, c'était trop tard. La banque menace de saisir la maison, les voitures. Et la seule solution était de dépouiller ta propre mère? Demandai-je, une douleur sourde m'étreignant la poitrine. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Dehors, le soleil de l'après-midi déclinait, baignant le bureau d'une lumière dorée. Ce même bureau où Henri avait passé tant d'heures à planifier notre avenir, à assurer notre sécurité. « Que vas-tu faire ?» demanda enfin Damien, la voix presque inaudible. « Tu vas nous dénoncer ?»« Cela ne dépend que de toi, » répliquai-je fermement. « J'ai 2 exigences. Primo, tu mets fin immédiatement à toute négociation concernant la vente des biens. Secundo, Béatrice doit comprendre que la partie est terminée. Elle ne l'acceptera jamais. Alors tu vas devoir choisir, Damien, ta femme ou ta liberté. » À cet instant précis, nous entendîmes la porte d'entrée claquer. Béatrice était rentrée. Damien rangea précipitamment les documents dans un tiroir. « Réfléchis-y sérieusement, mon fils, » dis-je à voix basse avant de quitter la pièce. « J'attends ta réponse demain. » Cette nuit-là fut la plus longue de toutes. Allongé sur le lit dur de la dépendance, j'entendais les bruits de la maison. Des éclats de voix provenant de la chambre de Damien et Béatrice. Des portes qui claquaient. Des pas furieux dans le couloir. L'orage ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Béatrice descendit pour le petit déjeuner, les yeux injectés de sang, le visage contracté. Elle ignora totalement ma présence et se servit un café noir. Damien la suivit quelques minutes plus tard, l'air tout aussi défait. Les enfants, percevant l'atmosphère électrique, mangeaient en silence. « Les enfants, dépêchez-vous! Vous allez être en retard à l'école, » ordonna Béatrice, la voix plus stridente que d'habitude. À peine Noémie et Sacha eurent-ils franchi la porte que Béatrice se tourna vers moi, le regard étincelant de fureur. « À quel jeu jouez-vous, vieille sorcière ?» Je gardais mon sang-froid, posant calmement ma tasse de tisane. « Je protège simplement ce qui m'appartient, Béatrice. » Damien m'a tout raconté. Elle s'approcha, menaçante. « Vous croyez que vous pouvez nous faire chanter? Que vous pouvez détruire notre famille? La seule personne en train de détruire cette famille, c'est toi, Béatrice, » répondis-je, sans hausser le ton. « Avec tes mensonges, tes dettes et ta cupidité. » Elle eut un rire sec, dépourvu de toute gaieté. « Regardez-vous, une vieille femme qui tient à peine debout. Qu'allez-vous faire de tout ce patrimoine? De biens que vous n'êtes même pas capable de gérer? C'est précisément là le nœud du problème, Béatrice. C'est mon patrimoine. Ce sont mes biens. Et je décide seule de ce que j'en fais. » Elle abattit son poing sur la table, faisant vibrer la vaisselle. « Vous êtes égoïste. Vous ne pensez qu'à vous, alors que cet argent pourrait assurer un meilleur avenir à vos petits-enfants. Cesse d'utiliser les enfants comme prétexte à ta malhonnêteté, » rétorquai-je en me levant pour lui faire face. Henri a déjà assuré leur avenir avec un fonds d'études très confortable, dont tu ignores sûrement l'existence. Elle parut décontenancée. Damien, qui assistait à l'échange sans mot dire, intervint enfin. « Maman, on ne peut pas continuer ainsi. Il faut trouver un arrangement. »« L'arrangement est simple, » dis-je en fixant Béatrice. « Tu annules toutes tes tractations illégales, tu me remets tous les faux documents, et nous discutons en adultes d'un moyen de régler la situation de vos dettes. » Béatrice éclata d'un rire amer. « Et pourquoi ferais-je ça? Pourquoi je renoncerais à des millions juste parce qu'une vieille bique a décidé de tout garder pour elle? » Je sortis mon téléphone de la poche de mon tablier et lui tendis l'écran.
Parce que j'ai des enregistrements audio de toutes vos conversations. Celles sur les faux en écriture. Celles sur le projet de m'interner contre mon gré. Celles sur la fraude envers les acheteurs potentiels. Je marquai une pause, observant son expression passer de la suffisance à la panique. Et parce que j'ai déjà transmis des copies de tout ceci à mon notaire, avec pour instruction de tout remettre au procureur s'il venait à m'arriver quelque chose. Le visage de Béatrice devint cireux. Un instant, je crus qu'elle allait défaillir ou me frapper. Au lieu de ça, elle se tourna vers Damien, les yeux lançant des éclairs. « Tu étais au courant? Tu savais qu'elle nous enregistrait ?» Damien semblait tout aussi sonné. « Non, je n'en avais pas la moindre idée. » Béatrice se tourna à nouveau vers moi, la voix blanche de rage. « Ce n'est pas fini. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. »« C'est déjà fini, Béatrice, » répliquai-je avec calme. « Le choix t'appartient. On règle ça en famille, ou on laisse la justice s'en charger. » Elle attrapa son sac à main et quitta la pièce en trombe, claquant la porte d'entrée si fort que les vitres tremblèrent. Damien resta figé, comme s'il essayait d'assimiler ce qui venait de se produire. « Tu as vraiment toutes ces preuves ?» demanda-t-il enfin. J'acquiesçai. « Chaque mot, chaque projet, chaque document. Ton père m'a appris à toujours anticiper. » Damien s'effondra sur une chaise, le visage entre les mains. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu laisser les choses aller si loin ?» Je m'approchai de lui et pour la première fois depuis des semaines, je posai une main réconfortante sur son épaule. « Il est encore temps de redresser la barre, mon fils. Mais tu dois faire un choix. » Il leva vers moi des yeux rougis. « Que dois-je faire? Pour commencer, tu annules la vente du terrain en Provence. Ensuite, nous devons avoir une discussion franche sur votre situation financière. » Je fis une pause. « Et sur l'avenir de cette famille ?» Damien hocha lentement la tête. « Je vais appeler Xavier à l'instant et tout annuler. »« Très bien. Quant à Béatrice, elle n'encaissera pas ça facilement. » M'interrompit-il, inquiet. « Tu ne connais pas Béatrice aussi bien que moi. Elle est capable d'un coup de tête, d'une folie. C'est bien pour ça que j'ai un plan B, » répondis-je. « Et il est grand temps de l'activer. » Le lendemain matin fut empreint d'un calme étrange, celui qui précède les ouragans. Béatrice n'était pas rentrée de la nuit. Damien prétendit qu'elle était chez une amie pour décompresser. Mais la tension dans sa voix trahissait une situation bien plus complexe. Les enfants, sentant l'atmosphère lourde, posèrent des questions auxquelles aucun de nous ne savait répondre. « Elle est où, maman ?» demanda Noémie au petit déjeuner, ses grands yeux fixés sur Damien. « Elle a dû s'absenter pour régler des problèmes, ma puce, » répondit-il en évitant mon regard. « Elle reviendra vite. » Sacha, toujours plus mature que sa sœur, fronça les sourcils. « Vous vous êtes encore disputés. » Le silence de Damien tint lieu de confirmation. Après le départ des enfants pour l'école, je m'assis avec mon fils sur la terrasse. Le temps était étonnamment clair, le ciel d'un bleu profond, contrastant avec la noirceur qui enveloppait nos vies. « J'ai appelé Xavier et j'ai tout stoppé », m'annonça Damien, faisant nerveusement tourner sa tasse de café entre ses doigts. Il était furieux. Il a menacé de poursuite. « Qu'il menace !» répliquai-je placidement. « Il est aussi impliqué que vous, et même davantage, en sa qualité d'agent immobilier. » Damien soupira lourdement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman ? » « Maintenant, nous allons jouer carte sur table. Je veux connaître le montant exact de vos dettes. » Il passa la main dans ses cheveux. Un tic qui me rappelait tellement Marcel que mon cœur se pinça. C'est pire que ce que je pensais. Béatrice a 3 crédits revolving au plafond, des prêts auprès d'organismes louches. Au fur et à mesure qu'il énumérait, le tableau devenait effrayant. Béatrice avait tissé une toile de dettes si vaste que même la vente du terrain en Provence n'aurait pas suffi à l'éponger. Pire encore, une partie de cet argent s'était évaporée en articles de luxe, en escapades secrètes, et même dans une aventure extra-conjugale avec son coach sportif. Quand Damien termina son aveu, il avait les larmes aux yeux. « J'ai été tellement stupide, maman, tellement aveugle. Comment n'ai-je rien vu de ce qui se tramait sous mon nez ?» Je lui touchai la main avec tendresse.
On ne voit parfois que ce qu'on est prêt à voir, mon fils. À cet instant, nous entendîmes le crissement d'un véhicule se garant brutalement. Béatrice était revenue, et elle n'était visiblement pas seule. Damian se leva d'un bond, le visage révélant un mélange d'anxiété et de résignation. « Reste ici !» me dit-il avant de rentrer l'accueillir. De la terrasse, j'entendais des éclats de voix venant du salon. Béatrice hurlait quelque chose à propos de trahison, tandis qu'une voix d'homme que je ne connaissais pas tentait de la calmer. Je jugeais qu'il était temps d'intervenir. En entrant dans le salon, je trouvais Béatrice, flanquée d'un homme grand et massif, qui, à son assurance, n'était de toute évidence pas un simple ami. « Ah, voilà celle qui daigne se montrer !» s'exclama Béatrice en me voyant, le ton dégoulinant de sarcasme. La matriarche manipulatrice. L'homme à ses côtés me jaugea d'un regard qui me fit froid dans le dos. Il y avait quelque chose de prédateur en lui. « Qui êtes-vous » demandai-je sans détour. « C'est Félix » répondit Béatrice avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche. « Mon avocat » Damien semblait aussi stupéfait que moi. « Un avocat ? Depuis quand as-tu un avocat ?»« Depuis que ta précieuse mère a décidé de nous menacer » rétorqua Béatrice en s'affalant sur le canapé avec une théâtralité affectée. « Félix va nous aider à garantir que nous touchions ce qui nous revient de droit. » Ce Félix s'avança, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Silva, je pense qu'il y a un léger quiproquo. Vous êtes d'un âge certain, vos facultés mentales sont peut-être altérées. Mes facultés mentales sont parfaitement opérationnelles. » Le coupai-je d'une voix ferme. Tout comme ma mémoire et ma compréhension de ce qui est juste ou injuste, légal ou criminel. Il poursuivit, imperturbable. Comme je le disais, compte tenu de votre âge et de votre état, il serait plus sage de laisser votre fils et votre belle-fille administrer votre patrimoine. Je peux préparer une demande de mise sous curatelle ? Une curatelle ? S'étrangla Damien, horrifié. Béatrice, tu as perdu l'esprit. Ma mère n'a absolument pas besoin d'être mise sous curatelle. Béatrice se redressa, le défiant du regard. Et tu proposes quoi, Damien ? Qu'on la laisse saboter nos vies ? Qu'on perde tout à cause de son égoïsme ? Le seul égoïsme ici est le tien, répliquai-je, toujours calme. Et quant à vous, maître Félix, je vous suggère de mieux vous renseigner sur vos clientes avant de proposer des manœuvres qui frôlent à la complicité de délit. Félix plissa les yeux. « C'est une menace, madame ? C'est une information, » répondis-je en sortant mon téléphone. Tout comme celle que j'ai transmise à mon propre notaire, maître Rocher, concernant tout ce qui se passe dans cette maison, y compris les tentatives de faux en écriture, le projet de m'interner de force, et maintenant, cette grotesque proposition de mise sous protection judiciaire. Le nom de maître Rocher eut un effet visible sur Félix. Maître Rocher était une sommité, réputée pour son intégrité et son réseau d'influence. Son sourire arrogant vacilla. « C'est du bluff !» tenta Béatrice, mais sa voix la trahissait. « Voulez-vous vraiment prendre ce risque ?» demandai-je en fixant Félix. Maître Rocher n'attend qu'un appel de ma part pour transmettre l'intégralité du dossier au procureur de la République. Un silence de plomb s'installa. Félix semblait revoir sa stratégie, tandis que Béatrice oscillait entre fureur et panique. Damien se tenait à mes côtés, droit pour la première fois depuis des semaines. Il serait peut-être préférable de discuter de tout ceci plus posément, dit enfin Félix en rajustant sa cravate. Béatrice, pouvons-nous nous entretenir en privé ? Ils se retirèrent dans la cuisine, me laissant seule avec Damien. Il paraissait vidé, comme s'il avait pris 10 ans en quelques jours. « Merci », souffla-t-il, de ne pas m'avoir laissé couler avec elle. Avant que j'aie pu répondre, Béatrice revint seule. Son visage était un masque de colère froide. « Félix pense qu'il vaut mieux revoir notre stratégie », annonça-t-elle, détachant chaque syllabe. « Apparemment, vos relations sont plus solides que nous le pensions. »« Il ne s'agit pas de relations, Béatrice, » dis-je. « Il s'agit de légalité. » Elle hocha la tête, évitant mon regard et celui de Damien. « Bien. Qu'est-ce que vous proposez alors ? Pour commencer, je souhaite que tu quittes cette maison, » déclarai-je fermement.
Damien et les enfants peuvent rester, mais toi, tu pars. »« Quoi ?» s'exclama-t-elle, refusant d'y croire. « Tu ne peux pas me chasser. »« Je le peux, et je le ferai. Cette maison m'appartient, Béatrice. Tu m'y as traitée comme une paria. Tu m'as confinée à une chambre de bonne. Tu m'as humiliée chaque jour. C'est à ton tour de savoir ce que l'on ressent quand on n'a nulle part où aller. » Damien intervint, visiblement mal à l'aise. « Maman, c'est peut-être un peu excessif. Ce n'est pas négociable, Damien, » affirmai-je en le regardant droit dans les yeux. « Si tu souhaites la suivre, libre à toi. Mais j'ai des conditions pour vous aider à éponger les dettes. Et la première est que Béatrice ne vive plus sous ce toit. » Béatrice eut un rire sarcastique. « C'est donc ça, votre vengeance ? Ce n'est pas une vengeance, Béatrice. C'est une conséquence. Tu as choisi cette voie le jour où tu as décidé de me traiter comme un rebut dans ma propre maison, où tu as comploté pour me voler ce qui m'appartient de droit, où tu as menti, manipulé et trahi. » Elle chercha le soutien de Damien, espérant qu'il la défende, qu'il prenne son parti. Mais il se contenta de baisser la tête, vaincu. La réalité des actes de Béatrice l'avait enfin frappé de plein fouet. « Tu as jusqu'à ce soir pour faire tes bagages, » conclus-je. « Et demain, nous verrons comment régler le problème de vos dettes. Je suis disposée à vous aider, mais ce sera à mes conditions. » Béatrice attrapa son sac à main d'un geste rageur. « Ce n'est pas terminé !» siffla-t-elle, avant de filer, montant les escaliers 4 à 4. Seul dans le salon, Damien me regarda avec un mélange de gratitude et de honte. « Pardonne-moi pour tout, maman, d'avoir laissé les choses en arriver là. Tcha, l'important, c'est que tu aies enfin ouvert les yeux, » répondis-je, ressentant une immense fatigue m'envahir. « Le reste, on pourra le réparer, avec le temps. » Cette nuit-là, tandis que Béatrice faisait ses valises à l'étage, je l'entendais traîner les bagages et claquer les portes. Je regagnais ma petite chambre dans la dépendance. C'était la dernière nuit que j'y passerais. Demain, je réintégrerai la chambre principale, celle que j'avais partagée avec Marcel pendant si longtemps. Assise sur le bord du lit dur, je regardais le médaillon que je n'avais jamais quitté. Je l'ouvris et contemplais la petite photo de Marcel. Son sourire tranquille, ses yeux bons. « Tu avais raison sur toute la ligne, » murmurai-je à son image. « Sur Béatrice, sur la nécessité de protéger ce que nous avions bâti. Merci de ne pas m'avoir laissé sans défense. » Une larme roula sur ma joue. Ce n'était pas une larme de chagrin, mais de soulagement. Le pire était passé. L'orage commençait à s'éloigner, et j'étais toujours là, debout. L'aube se leva sur une maison étrangement silencieuse. Béatrice était partie au milieu de la nuit, n'emportant que 2 valises et laissant une lettre pour les enfants, que Stéphane décida de ne pas leur montrer immédiatement. Il faut d'abord qu'on sache quoi leur dire, comment leur expliquer, argumenta-t-il, le visage creusé par une nuit blanche. Tandis que nous préparions le petit déjeuner ensemble, pour la première fois depuis des semaines, sans que je me sente comme une domestique, Stéphane semblait être un autre homme, plus vieux, sans doute, mais aussi plus posé, comme si le départ de Béatrice l'avait libéré d'un poids invisible. « Comment va-t-on leur annoncer ?» demandai-je en battant les œufs pour l'omelette. Stéphane soupira, passant une main lasse sur son visage. « La vérité, je suppose. Du moins, en partie. Que leur mère et moi, nous nous séparons. Qu'elle a dû partir quelque temps. » J'acquiesçai. Les enfants sentent les choses bien plus que nous ne le croyons. Ils savent sûrement déjà que quelque chose n'allait pas. Quand Hugo et Léa descendirent, l'impact de l'absence de Béatrice fut immédiat. Léa balaya la pièce du regard, l'air perdu. « Où est maman ?» Stéphane s'assit, prenant sa fille sur ses genoux. « Ta maman a dû partir pour un petit moment, ma princesse. Papa et elle, on a décidé qu'on avait besoin d'être un peu séparés. » Les yeux de Léa s'agrandirent, et elle se mit à pleurer silencieusement. Hugo, lui, resta de marbre, presque comme s'il s'y attendait. « Elle va revenir ?» sanglota Léa. Stéphane hésita, cherchant mon regard. « On ne sait pas encore, ma puce. Mais ce qui est important, c'est que toi et Hugo, vous êtes en sécurité ici.
avec papa et mamie. Et on vous aime plus que tout au monde. » Hugo prit enfin la parole, sa voix étonnamment grave pour un garçon de 12 ans. « Elle criait la nuit dernière. Elle a dit qu'elle nous emmènerait loin d'ici. » Stéphane blêmit. « Tu as entendu ça ?» Hugo hocha la tête. « Elle est entrée dans notre chambre cette nuit. Elle a réveillé Léa, et elle a dit qu'elle reviendrait nous chercher, qu'elle ne nous laisserait pas avec mamie. » Un frisson me parcourut. Béatrice était imprévisible, et cette menace ne devait pas être prise à la légère. Stéphane sembla parvenir à la même conclusion. « Je vais appeler l'école et leur dire que personne, à part moi ou mamie, n'est autorisé à venir les chercher, » déclara-t-il en serrant ses enfants contre lui. « Et je vais parler à Maître Durand pour une mesure d'éloignement. » Après avoir déposé les enfants à l'école, Stéphane insistant pour les accompagner jusqu'à leur salle de classe, nous rejoignîmes Maître Durand à son étude. Le notaire écouta avec attention notre récit des derniers événements, y compris la menace proférée par Béatrice. « C'est très grave, » commenta-t-il en ajustant ses lunettes. « Sur la foi des preuves que vous avez collectées, Colette, et des aveux de Stéphane concernant les activités frauduleuses, nous avons amplement de quoi demander non seulement une mesure de protection pour vous, mais aussi une ordonnance restrictive interdisant à Béatrice d'approcher les enfants sans supervision. » Stéphane parut accablé, mais il approuva d'un signe de tête. « Je n'aurais jamais cru en arriver là, mais je dois protéger mes enfants. »« Et qu'en est-il des dettes ?» demandai-je, revenant au concret. Stéphane m'a brossé un tableau assez sombre. Maître Durand ouvrit un dossier. Nous avons fait une première estimation. Le montant total avoisine les 150 000 €, répartis entre des crédits à la consommation, des prêts bancaires et des sources moins orthodoxes. Stéphane se recroquevilla sur sa chaise. « Des usuriers !» précisa-t-il à voix basse. « Béatrice a emprunté à des usuriers. Cela complique les choses, » admit Maître Durand. « Ces individus n'empruntent généralement pas les voies sachetois légales pour se faire rembourser. Je suis prête à aider à solder ces dettes, » déclarai-je, mais sous certaines conditions. Stéphane me regarda, stupéfait. « Après tout ce qu'on a fait, tu veux encore nous aider ? Tu es mon fils, Stéphane, et ces enfants sont mes petits-enfants. Je ne vais pas vous laisser sombrer. » Je me tournai vers le notaire. « Je veux un accord formel. Je rembourserai les dettes légitimes. Mais Stéphane devra suivre une mise sous conseil financier. Et je veux des garanties légales qu'on n'essaiera plus jamais de me spolier de mes biens. » « Nous pouvons tout à fait rédiger cela, » convint Maître Durand en prenant des notes. « Je suggère également de faire enregistrer officiellement la maison à votre nom au cadastre, pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. »« Et la villa à Biarritz ?» demanda Stéphane, hésitant. « Béatrice en a parlé, mais je n'ai jamais vraiment su. Ton père avait acheté cette propriété pour qu'elle soit notre havre de paix, à la retraite, » expliquai-je. « C'est un endroit qui compte énormément pour moi, Stéphane. Un jour, peut-être, nous pourrons y aller tous ensemble. Toi, les enfants et moi. Mais pour l'instant, j'ai besoin que ce soit mon jardin secret. » Il hocha la tête, compréhensif. « Je comprends, maman. Et je le respecte. » Nous passâmes le reste de la matinée à peaufiner l'accord et à lancer les démarches pour les mesures de protection. Quand nous rentrâmes en fin d'après-midi, une atmosphère étrange régnait dans la maison. Elle avait été mise à sac, tiroirs vidés, placards retournés, objets jonchant le sol. Notre première crainte fut pour Hugo et Léa, mais un appel rapide à l'école nous confirma qu'ils étaient encore en études surveillées. « Béatrice !» murmura Stéphane, contemplant le désordre avec incrédulité. Elle devait avoir gardé un double des clés. Je me précipitai vers le bureau, redoutant le pire. Le petit coffre-fort derrière les livres était intact, mais le tiroir du bureau où Marcel gardait les documents courants avait été forcé. Plusieurs chemises étaient éparpillées. « Que pouvait-elle bien chercher ?» me demandai-je, plus qu'à Stéphane. « Peut-être quelque chose à utiliser contre nous ? Une preuve que tu n'es pas saine d'esprit ?» suggéra-t-il en m'aidant à ramasser les papiers. Parmi les documents au sol, je remarquai une absence notable.
le contrat d'achat original de la villa à Biarritz. Même si j'en avais une copie certifiée dans le coffre, l'original contenait des détails qu'elle pourrait tenter d'exploiter. « Il faut changer les serrures sur le champ », déclarai-je, et faire installer une alarme. Stéphane était déjà au téléphone, contactant un serrurier et une société de sécurité. « Ils arrivent dans 1 heure », m'informa-t-il. Je file chercher les enfants à l'école. Le sentiment de violation était intense. Cette maison, mon sanctuaire, semblait soudain si vulnérable. Je m'assis dans le fauteuil de Marcel, tentant de maîtriser le tremblement de mes mains. « ne te laisse pas submerger », me soufflai-je. « Pas maintenant, pas après tout ça. » Quand Stéphane revint avec les enfants, leur confusion était palpable face au chaos de la maison et aux techniciens installant des caméras et changeant les barilets. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Hugo les yeux ronds. « On a eu un petit souci », répondit Stéphane avec un calme forcé. « Mais on est en train de tout régler. » Léa se jeta dans mes bras. « C'est maman, c'est ça ? Elle a fait quelque chose de méchant. » La lucidité de la fillette me saisit. « Pourquoi dis-tu ça, ma chérie ? » Parce qu'elle était folle de rage hier soir. Elle a dit qu'elle récupérerait ce qui lui appartenait, que tu lui avais volé quelque chose d'important. J'échangeais un regard chargé d'inquiétude avec Stéphane. Béatrice était en train de construire un narratif dangereux, peut-être même de monter les enfants contre moi. « Léa, ta mamie n'a rien volé du tout, » affirma Stéphane d'une voix forte. « En vérité, cette maison a toujours été à elle et à papy. C'est nous qui n'avions pas compris ça. » La petite acquiesça, toujours blottie contre moi. « Je le savais. Maman mentait encore. »« Encore ?» demandai-je doucement. « Elle ment tout le temps, » expliqua Léa avec la logique implacable de l'enfance. « Elle dit qu'on va aller au parc, et puis non. Elle promet des jouets qui n'arrivent jamais. Elle dit qu'elle nous aime, mais elle crie tout le temps. » Mon cœur se serra. Les enfants avaient été les témoins silencieux de bien plus de choses que nous ne le pensions. Ce soir-là, une fois Hugo et Léa couchés, Stéphane et moi nous sommes assis sur la terrasse. Les nouvelles lumières du système de sécurité éclairaient le jardin, projetant des ombres mouvantes sur les rosiers que Marcel avait plantés avec tant d'amour. « Je n'aurais jamais cru en arriver là », confessa Stéphane, la voix brisée par l'émotion. « Installer une alarme pour se protéger de ma propre femme. On ne connaît jamais vraiment les gens, » répondis-je en scrutant la nuit étoilée. « Ton père disait toujours que le vrai visage d'une personne se révèle dans l'épreuve. »« Et mon vrai visage ?» demanda Stéphane, me regardant avec une culpabilité infinie. « Qu'est-ce qu'il a révélé ? Qu'il te reste beaucoup à apprendre, mon fils. Mais aussi que tu as le courage d'admettre tes erreurs et de vouloir les réparer. » Il esquissa un faible sourire. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, maman. »« Une mère n'abandonne jamais, » dis-je en lui caressant la main. « Même quand tout semble perdu. » Cette nuit-là, je dormis dans la chambre principale pour la première fois depuis le décès de Marcel. Son parfum flottait encore discrètement dans l'air, sur les oreillers, dans les rideaux. Je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des semaines. La guerre n'était pas finie, mais j'avais regagné ma place. Je fus tirée de mon sommeil par la sonnerie stridente du téléphone. Le réveil affichait 3h17 du matin. « Allô ?» fis-je, la voix pâteuse. « Madame Silva ?» La voix de l'autre côté était grave, officielle. « Commissaire Martin, de la police judiciaire. Nous avons une situation qui exige votre présence immédiate. » Mon cœur s'arrêta. « Qu'y a-t-il ? Mon fils ? Mes petits-enfants ? » ?»« Non, madame. Il s'agit de votre belle-fille, Viviane Silva. Elle a été appréhendée alors qu'elle tentait de s'introduire dans votre propriété, à Biarritz. » La lumière blafarde du commissariat contrastait avec l'obscurité extérieure lorsque j'arrivais, accompagnée de Stéphane. Nous avions confié les enfants à notre voisine de confiance, Madame Odette, lui promettant de revenir au plus vite. Le trajet s'était fait en silence, chacun ruminant ses propres angoisses. Le commissaire Martin nous accueillit avec une mine grave. C'était un homme d'âge mûr, au regard las de celui qui a tout vu. « Madame Silva, Monsieur Silva, merci de votre diligence, » dit-il en nous menant à son bureau. « La situation est délicate. Comment Viviane a-t-elle pu aller jusqu'à Biarritz ?»
demandai-je, encore sous le choc. « Elle a apparemment pris un vol hier soir », expliqua le commissaire en consultant ses notes. Un voisin de la propriété a alerté la police vers 1h du matin, ayant remarqué une personne tentant de forcer l'accès. Quand nos hommes sont arrivés, ils ont trouvé Madame Viviane Silva à l'intérieur, en train de fouiller les lieux. Stéphane se prit la tête entre les mains. « Mon Dieu! Cherchait-elle quelque chose en particulier ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Selon ses déclarations, elle cherchait des documents prouvant que la propriété appartenait à son mari, et non à vous, madame. Le commissaire haussa un sourcil. Nous avons évidemment vérifié au cadastre. La maison est à votre nom depuis plus de 5 ans. Elle est inculpée pour violation de domicile ? Demanda Stéphane d'une voix blanche. Oui, et dégradation de biens. Elle a brisé un carreau pour entrer. Je frissonnais. Était-elle armée ? Était-elle seule ? Non, madame. Elle était seule et non armée. Juste des outils de cambriolage. Il marqua une pause. En revanche, nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant dans son véhicule de location. Le commissaire sortit d'une pochette une liasse de documents contrefaits. Actes de vente, procuration, contrat, tous portant une imitation de ma signature. Elle comptait vendre la villa, conclus-je, partagée entre la colère et une profonde tristesse. Même après tout ça, elle continuait. Elle a mentionné un acheteur potentiel, confirma le commissaire. Un investisseur étranger, prêt à payer comptant, sans poser de questions. Stéphane était livide, comme si chaque révélation l'atteignait physiquement. « Je peux la voir ?» Le commissaire hésita. « En principe, non, mais, vu les circonstances... » Il soupira. « 5 minutes, et un agent restera avec vous. » Tandis que Stéphane suivait un policier vers la zone de garde à vue, le commissaire Martin se tourna vers moi. « Madame Silva, je dois vous prévenir que Madame Viviane a tenu des propos très graves à votre encontre. Elle maintient que vous êtes mentalement sénile et que vous avez monté votre fils contre elle. » J'eus un sourire triste. Je m'en doutais. Nous n'accordons aucun crédit à ces dires, me rassura-t-il, surtout au vu des tentatives de fraude et d'effraction. Mais je tenais à ce que vous le sachiez. J'accusai réception d'un signe de tête. Quelle est la suite ? Elle restera en garde à vue jusqu'à sa présentation au juge, probablement demain. Il décidera alors de son éventuelle mise en liberté ou de sa détention. L'idée de Viviane en prison était troublante. Non par pitié pour elle, mais à cause de mes petits-enfants, qui devraient en vivre avec cette honte. Si je décidais de ne pas porter plainte, le commissaire me regarda fixement. C'est votre droit. Mais étant donné les preuves d'une escroquerie de plus grande envergure, le ministère public se saisira de l'affaire de toute façon. Quand Stéphane revint, il avait les yeux rougis. Sans un mot, nous quittâmes le commissariat et retrouvâmes l'air frais de la nuit. Le ciel commençait à pâlir à l'est, annonçant un nouveau jour. « Comment était-elle » demandai-je en rejoignant la voiture. « Méconnaissable » répondit-il sourdement. « Pas physiquement, mais c'était une étrangère. Aucun remords. Elle a dit que je l'avais trahie, que j'avais préféré ton argent à notre mariage. Je suis navré que nous en soyons arrivés là, mon fils. » Il prit une grande inspiration, passant la main dans ses cheveux, en désordre. « Tu sais le pire ? C'est qu'une partie de moi tient encore à elle. Je me souviens encore de la femme qu'elle était au début. Avant tout ça. » Le trajet du retour se fit dans un silence chargé. Quand nous arrivâmes, le soleil était levé, inondant la maison d'une lumière dorée presque indécente. Les enfants dormaient encore. Notre voisine, Madame Odette, était dans la cuisine, une cafetière fumante à la main. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-elle, son gentil visage marqué par l'inquiétude. « Les petits n'ont pas bougé. Ils n'ont même pas remarqué votre absence. » Nous la remerciâmes chaleureusement, et Stéphane la raccompagna. Je restais dans la cuisine, contemplant la tasse de café que Madame Odette m'avait servie. La banalité de la scène, l'odeur du café, la lumière du matin, le tic-tac de l'horloge, contrastaient violemment avec le chaos de nos vies. Stéphane revint et s'assit en face de moi, se frottant les yeux.
Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants ? Demanda-t-il. C'était la question cruciale. Comment expliquer à Hugo et Léa que leur mère avait été arrêtée pour avoir tenté de voler leur grand-mère ? Comment atténuer cette vérité sans la travestir ? La vérité. Mais une vérité qu'ils peuvent entendre, dis-je enfin. Que leur maman a fait quelque chose de très mal et qu'elle doit maintenant faire face aux conséquences. Que ça ne veut pas dire qu'elle ne les aime pas, mais que les adultes, parfois, commettent de terribles erreurs. Stéphane hocha lentement la tête. Et nous ? Notre avenir ? Un jour après l'autre, mon fils. D'abord, nous allons nous assurer que toi et les enfants êtes en sécurité, émotionnellement et matériellement. Ensuite, nous reconstruirons ce qui peut l'être. Ce matin-là, quand Léa et Hugo descendirent, leurs visages ensommeillés s'éclairèrent en nous voyant. Quoi qu'il se soit passé, ils restaient des enfants, résilients, pleins d'espoir, capables de trouver de la joie dans les pires circonstances. Pendant le petit déjeuner, Stéphane trouva le courage d'entamer la discussion. « Les enfants, papa doit vous parler de quelque chose d'important, » dit-il en choisissant ses mots. « Maman, elle a fait des choses qui ne sont pas bien, et maintenant, elle est avec la police. » Les yeux de Léa s'arrondirent d'effroi. « Maman est une voleuse ? » ?»« Non, ma chérie. » s'empressa de corriger Stéphane. « Elle a juste pris de très très mauvaises décisions. Des décisions qui ont fait du mal à d'autres gens. » Hugo, toujours plus fin, me regarda droit dans les yeux. « Elle a essayé de faire du mal à mamie, c'est ça ?» Son intuition me désarma. « Elle a essayé de prendre des choses qui ne lui appartenaient pas, Hugo. Et ça, c'est mal, peu importe qui le fait. »« Quand est-ce qu'elle revient ?» demanda Léa, sa petite voix brisée. Stéphane marqua une pause. « On ne sait pas encore, princesse. Ça risque de prendre du temps. Mais ce qui compte, c'est que papa est là, mamie est là, et on va s'occuper de vous, avec tout notre amour. » Les jours qui suivirent furent un enchevêtrement de procédures légales et d'ajustements émotionnels. Viviane fut finalement libérée après sa comparution, mais sous un contrôle judiciaire très strict. Interdiction de m'approcher, d'approcher la maison ou les enfants, sans supervision d'un médiateur, et l'obligation de porter un bracelet électronique. Stéphane lança la procédure de divorce, une étape douloureuse mais nécessaire, qui apportait un semblant de clôture. Avec l'aide de Maître Durand, nous commençâmes à démêler l'écheveau des dettes laissées par Viviane et à mettre en place un plan de remboursement sans grever l'avenir des enfants. Une semaine après l'arrestation de Viviane, je sentis que j'avais besoin de prendre l'air, de digérer les événements et de retrouver ma propre paix. « Je vais partir à la villa de Biarritz pour quelques semaines, » annonçai-je au dîner. « Tu es sûre de vouloir y aller seule, maman ?» s'inquiéta Stéphane. Je souris, lui touchant la main. « Oui, c'est un lieu important pour moi, celui où ton père et moi voulions passer nos vieux jours. J'ai besoin de me reconnecter à ces souvenirs, à cette partie de moi-même mise de côté ces derniers mois. » Léa, qui était devenue ma garde du corps attitrée, fronça les sourcils. « Mais si maman essaie d'y retourner ?»« Ne t'en fais pas, ma puce. La maison est sous alarme maintenant, et les voisins sont prévenus. Et puis, ajoutai-je avec un clin d'œil, ta mamie est bien plus coriace qu'elle en a l'air. » Le matin de mon départ, les enfants m'offrirent des dessins pour décorer la villa. Hugo avait représenté un voilier sur une mer d'un bleu intense, et Léa avait fait un portrait de notre famille. Stéphane, Hugo, elle et moi, main dans la main sous un grand soleil. « C'est pour que tu ne te sentes pas seule, » m'expliqua-t-elle en me serrant fort. Stéphane m'accompagna à la voiture avec mes bagages. Avant de partir, je pris son visage entre mes mains, comme je le faisais quand il était petit. « Je suis fière de toi, mon fils, de la façon dont tu fais face, dont tu t'occupes de tes enfants. » Ses yeux s'embrouillèrent. « J'ai eu les meilleurs professeurs, maman, toi et papa. » La route jusqu'à Biarritz fut paisible, une occasion de méditer sur les épreuves passées et celles à venir. En arrivant à la villa, je fus accueillie par le fracas des vagues et l'odeur d'iode que j'aimais tant. La fenêtre brisée par Viviane avait été remplacée et la société de sécurité avait installé caméras et détecteurs, comme convenu. Malgré cela,
En entrant, je sentais encore les stigmates de son passage. Non pas sur les murs ou les meubles, mais dans l'atmosphère, dans ce sentiment diffus de violation. Je passais le reste de la journée à nettoyer, à ranger, à me réapproprier l'espace. J'aimantais les dessins des enfants sur le réfrigérateur. J'ouvris toutes les fenêtres pour laisser l'air du large chasser les mauvaises ondes. Je changeais les draps et installais mes vêtements dans l'armoire que Marcel et moi devions partager. Le soir, je m'assis sur la terrasse avec un verre de vin, regardant les étoiles se mirer dans l'océan. Le médaillon avec la photo de Marcel était là, contre ma poitrine. Rappel constant de son amour et de sa prévoyance. « Tu avais raison sur tout, mon amour », murmurai-je au ciel nocturne. Sur Viviane, sur la nécessité de protéger notre œuvre, sur l'importance de me donner les moyens de me défendre. Une brise légère caressa ma joue, comme une réponse de Marcel depuis l'au-delà. Je fermai les yeux, et pour la première fois depuis si longtemps, je laissai mes larmes couler sans retenue. Pas seulement des larmes de deuil ou de traumatisme, mais des larmes de soulagement, de libération. Ici, dans ce refuge face à l'océan, loin du tumulte et des souvenirs amers, je pouvais enfin commencer à guérir. Je pouvais renouer avec la femme que j'étais, avant ce calvaire. La femme que Marcel avait aimée pendant près de 40 ans. La femme qui avait trouvé en elle la force d'affronter la pire des trahisons. Et tandis que les vagues déferlèrent sur la plage, emportant à chaque retrait un peu de ma douleur, je commençais à esquisser un avenir, différent de celui que j'avais prévu, mais tout aussi plein de promesses. Un avenir où je ne serais plus seulement la veuve de Marcel, ou la grand-mère reléguée au fond d'une dépendance, mais Colette, entière, résiliente et seule maîtresse de son destin. 3 mois s'étaient écoulés depuis mon installation à la villa. L'automne cédait la place à l'hiver, amenant des vents plus vifs et des nuits plus longues. Mais j'avais trouvé un nouvel équilibre, une nouvelle routine dans ce lieu qui était désormais mon véritable chez-moi. Chaque matin, je marchais pieds nus sur le sable humide, laissant les vagues glacées lécher mes pieds. Je m'étais liée d'amitié avec d'autres résidents du quartier, des retraités comme moi pour la plupart, des gens qui appréciaient la valeur d'un silence partagé face au lever du soleil. Stéphane et les enfants me rendaient sainte visite un week-end sur 2, apportant avec eux les nouvelles d'une vie qui, lentement, se réorganisait. Hugo s'épanouissait à l'école, particulièrement en sciences, tandis que Léa s'était découvert une véritable passion pour le dessin, bien au-delà du simple passe-temps. Stéphane, lui, semblait plus apaisé, plus investi dans son rôle de père et de fils. « Comment se passent les séances avec le psychologue ?» lui demandai-je lors d'une de leurs visites, tandis que nous préparions le déjeuner. « Étonnamment bien », répondit-il en coupant des légumes avec une dextérité nouvelle. « Le docteur Pinault dit que je fais de vrais progrès pour identifier les schémas de dépendance affective. » Je souris, fier qu'il ait accepté cette aide. « Et les enfants ? Hugo gère bien. Tu sais comme il est solide. Léa fait encore quelques cauchemars, mais l'art-thérapie lui fait un bien fou. » Il hésita un instant. Viviane a demandé à les voir, sous supervision. Mon cœur se pinça. Quoi qu'elle ait fait, elle restait leur mère. « Et qu'en penses-tu ? » ?»« Je suis partagée, » admit-il. « Une partie de moi veut les tenir à l'écart pour toujours. Mais je sais qu'ils ont besoin d'une mère, même d'une mère avec ses problèmes. » Il me sonda du regard. « Qu'en penses-tu, toi ? » « Je pense que les enfants méritent d'avoir une chance de maintenir un lien avec elles, tant que ce lien est sécurisé et sain, » répondis-je avec honnêteté. Les visites supervisées me semblent un bon compromis pour commencer. Il parut soulagé par ma réponse. La procédure pénale suit son cours, mais son avocat a obtenu un arrangement pour qu'elle suive un traitement psychiatrique obligatoire plutôt qu'une peine de prison ferme. C'est sans doute la meilleure solution pour tout le monde, et surtout pour Hugo et Léa. Cet après-midi-là, alors que les enfants jouaient sur la plage sous notre surveillance, Stéphane me tendit une enveloppe. « Le divorce a été prononcé hier, » expliqua-t-il, « et nous avons réussi à solder la quasi-totalité des dettes, grâce à ton avance. Je ne sais pas comment te remercier, maman. » « Ce n'est pas une avance, Stéphane.
C'est un investissement dans l'avenir des enfants, dans ton avenir. Je lui serrai la main. Ton père aurait fait exactement la même chose. Le soir, une fois tout le monde couché, je m'assis sur la terrasse, comme à mon habitude. L'océan était sombre et houleux, à l'image de mes pensées. Le chemin parcouru ces derniers mois me semblait presque irréel. De l'humiliation d'être confinée à une buanderie, à la reprise en main de ma propre vie. Je repensais au lendemain de l'enterrement de Marcel, lorsque Viviane avait jeté mes valises dans le garage en déclarant que la maison était à elle. À cet instant, je m'étais sentie si diminuée, si vaincue. Qui aurait pu prédire que cette humiliation serait le point de départ d'une telle transformation? Le lendemain matin, je fus réveillée par des rires d'enfants. Hugo et Léa étaient allés sur la plage avec Stéphane, affairés à construire un immense château de sable. Je les observais depuis la terrasse, le cœur gonflé d'un amour si intense qu'il en était presque douloureux. « Mamie, viens voir notre château !» cria Léa en m'apercevant, m'adressant de grands signes. Je descendis sur la plage, le sable se réchauffant peu à peu sous mes pieds, à mesure que le soleil montait. Le château était magnifique. Des tours, des douves, et même un pont-levis fait de morceaux de bois flottés. « C'est la maison de mamie !» expliqua Hugo avec sérieux. « Mais en mieux, parce qu'il y a un dragon pour la protéger. » Il désigna un monticule de sable qui, avec un peu de bonne volonté, pouvait ressembler à un dragon. « Et qui vit dans ce beau château ?» demandai-je en entrant dans leur jeu. « Nous tous !» déclara Léa avec assurance. « Toi, papa, moi, Hugo, et papy Marcel aussi, comme un fantôme gentil qui veille sur nous. » Stéphane croisa mon regard par-dessus leur tête, les yeux brillants. « C'est une jolie image, non, maman? Tous ensemble et protégés. » J'hochai la tête, la gorge trop nouée pour parler. La simplicité de la vision de Léa, notre famille, réunie, malgré ses blessures et ses absences, me toucha au plus profond de l'âme. Après le déjeuner, pendant la sieste des enfants, Stéphane et moi avons marché au bord de l'eau. Le soleil de l'après-midi étincelait sur les vagues et les goélands planaient paresseusement au-dessus de nous. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-il après un long et confortable silence. « Je crois qu'on devrait vendre la maison de Bordeaux. » Je le regardais, surprise. « Tu en es certain? C'est la maison de ton enfance. »« Oui, mais il y a trop de mauvais souvenirs maintenant. Pour moi et pour les enfants. » Il chuta doucement dans un galet. Je pensais chercher quelque chose de plus petit, peut-être plus près d'ici. Les enfants adorent l'océan, et être près de toi. J'en serais plus qu'heureuse, répondis-je sincèrement. Mais je ne veux pas que tu prennes cette décision pour moi. Ce n'est pas que pour toi, maman, c'est pour nous tous. Il sourit, un sourire qui ressemblait tellement à celui de Marcel que j'en eus le souffle coupé. Je crois qu'on a tous besoin d'un nouveau départ. Ce soir-là, après le départ de Stéphane et des enfants pour Bordeaux, la maison retomba dans un silence étrange. Je m'étais habituée à ma tranquillité solitaire, mais après un week-end de rire et de vie, leur absence pesait. Je m'assis dans le canapé avec une tisane, parcourant un vieil album photo que Marcel avait si soigneusement tenu au fil des ans. Notre mariage, la naissance de Stéphane, nos vacances, les anniversaires, les diplômes, toute une vie en images. En arrivant aux dernières pages, je remarquai quelque chose que je n'avais jamais vu. Une petite enveloppe glissée au dos de la couverture. « Avec précaution,